Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo, format un petit peu plus long que ce que j'ai l'habitude de faire. L'objectif ici avec ce nouveau format, c'est de vous donner vraiment un maximum de valeur qui est directement applicable pour votre marque. Et donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous montrer étape par étape comment est-ce qu'on construit une marque qu'on reconnaît, qu'on retient et qu'on choisit pour lui permettre derrière de prendre sa place sur un marché, même si elle n'a pas de communauté, même si elle n'a pas encore d'audience, et ça, même dans un marché qui est déjà concurrentiel. Nous, c'est la méthode étape par étape qu'on suit avec nos clients, qui nous a permis d'avoir des résultats qui sont hyper intéressants. Pour certains clients, on a pu tripler le panier moyen, faire des 200, 300, 500 000 vues avec des marques qui ont aucune communauté, complètement en organique, sans publicité, atteindre les 10 000 abonnés en seulement quelques mois. Et surtout, mieux que ça, on a eu plein de résultats en termes de perception de la marque qui sont très difficiles à chiffrer finalement, mais qui ont un impact, un ressenti vraiment très fort pour le fondateur, l'image qu'il a de sa marque, mais aussi derrière pour l'audience de la marque. Là, ce que je vais vous expliquer, c'est comment est-ce qu'on fait pour rendre une marque aussi désirable que ça. Je vais vous montrer ça juste après, mais avant ça, du coup, en une minute, je vais vous expliquer en fait déjà dans un premier temps comment est-ce qu'on reconnaît une marque qui n'arrive pas à prendre sa place sur le marché. Donc dans un premier temps, une marque qui n'arrive pas à prendre sa place sur le marché, pour elle, ça va être très difficile de vendre au sens large du terme, et elle va être très sensible finalement à la concurrence. Dans un second temps, ça va être quasi impossible pour elle d'augmenter ses prix parce que ça va se ressentir derrière directement sur les ventes, et en augmentant les prix, les gens vont moins acheter. Ensuite, une marque qui n'arrive pas à prendre sa place, c'est une marque qui n'aura pas de fidélité, qui n'arrive pas à construire de communauté, ou alors qui va attirer les mauvaises personnes. C'est une marque qui va se faire facilement copier et qui va être très souvent comparée dans la tête des consommateurs, et ça va être une marque tout simplement qui renvoie une image qui est cheap ou alors qui n'est pas du tout professionnelle. Tout ça, on peut le régler avec 3 mots, tout simplement, ça va être la stratégie de branding. Là, quand je parle de branding au sens large, donc pas seulement apposer son logo sur des photos ou des produits. Là, on voit que le logo, c'est vraiment la dernière étape de tout ça. La conception de ce logo, elle est inclue dans l'identité visuelle. Ça, je pense que ça parle à tout le monde. Cette identité visuelle, elle-même, elle va être inclue dans ce qu'on va appeler l'identité de la marque, donc c'est encore plus large que tout ça. Et cette identité de marque, on va la définir grâce à la stratégie de branding. Donc c'est ça le premier étage de cette pyramide-là. Donc là, il y a forcément des éléments qui te parlent déjà, donc le logo, l'identité visuelle. Je pense que l'identité de marque, tu te méprends peut-être aujourd'hui sur ce que c'est, et donc ça, je vais y revenir juste après pour te donner plus de détails là-dessus. Mais vraiment, là, ce qui va nous intéresser ici, ça va être la stratégie de branding qui va regrouper tout ça, structurer tout ça, dans l'objectif de réussir à se démarquer sur son marché, réussir à prendre sa place, vraiment réussir à sortir la tête de l'eau. C'est cette stratégie de branding qui va créer ce que moi j'appelle le capital marque. Le capital marque, c'est ce qui va multiplier tous les résultats de la marque sans forcément devoir faire plus d'efforts. Et donc ça, pareil, j'y reviens juste après. Parce qu'avant d'arriver à tout ça, il faut qu'on construise des fondations qui sont hyper solides pour la marque. Ces fondations, on va venir les construire sur 3 grands axes. Le premier axe qu'on va avoir, ça va être l'axe consommateur. Aujourd'hui, si je te parle d'analyse consommateur, je suis persuadé que c'est un travail que tu as déjà fait en amont avec ta marque, mais moi, le gros problème que je vais avoir avec ça, c'est qu'aujourd'hui, 90% des analyses conso qu'on fait, elles sont obsolètes. Pourquoi? Parce qu'elles nous donnent une bonne base, mais derrière, c'est complètement inutilisable pour la communication. L'objectif numéro 1 qu'on va avoir avec cette analyse consommateur, c'est de créer une expérience qui est émotionnelle. On peut pas se contenter de données démographiques seulement, il faut absolument se poser les bonnes questions pour que derrière, grâce à la communication, grâce à l'expérience client, on arrive à proposer quelque chose qui crée de l'émotion chez notre audience. Parce que c'est ça qui va créer de l'engagement, c'est ça qui va augmenter le taux de conversion, c'est ça qui va nous permettre de fonder en fait une communauté. Pour ça, il faut absolument réussir à créer de l'intérêt. Comment est-ce qu'on va faire pour créer de l'intérêt? On va identifier 2 gros piliers. On va avoir d'un côté l'état actuel dans lequel se trouve la personne qu'on cible. Donc aujourd'hui, elle a sûrement des frustrations, peut-être qu'elle est en colère, peut-être qu'elle a peur pour quelque chose. En tout cas, ses besoins ne sont pas encore assouvis. De l'autre côté, on va voir l'état dans lequel cette personne-là, elle veut se trouver. Et donc nous, notre objectif avec cette analyse consommateur, ça va être d'identifier clairement ces 2 parties-là. On peut le faire avec des suppositions, on peut le faire avec des études de marché. Et en identifiant vraiment ces 2 parties-là, nous, ça va nous permettre derrière de nous placer comme le pont entre les 2. Parce que derrière, ça va faire qu'on va savoir comment on doit parler à notre audience, quel sujet on doit aborder, quelles problématiques on vient répondre, et tout ça, ça va se ressentir dans la communication, et c'est ce qui va réussir à créer de l'émotion. Une fois qu'on a identifié les éléments qui vont être importants pour créer de l'intérêt chez cette audience, l'étape d'après, ça va être de réussir à créer de la confiance. Parce que c'est ça qui va les faire passer de public, d'audience, à client. C'est en créant de la confiance. Et ça, comment est-ce qu'on arrive à le faire? On vient se baser sur tout ce qu'on s'est dit juste avant, pour que derrière, dans la communication et dans l'expérience qu'on va leur proposer, dans le parcours qu'ils vont vivre avec nous, on puisse faire en sorte qu'ils se sentent compris, que nous, on se place comme une solution pour la problématique qu'ils essayent de résoudre, en renforçant notre crédibilité, en renforçant notre autorité. Et tout ça, encore une fois, la première étape de tout ça, c'est de le faire en créant du contenu qui est aligné avec tout ça.
Ça va être la première pierre de nos fondations. Le deuxième levier qu'on va avoir dans les fondations, ça va être l'avantage compétitif. L'avantage compétitif, qu'est-ce que c'est? Ça va être quelque chose que nous, on peut proposer, que les concurrents ne peuvent pas proposer, tout simplement. Et donc forcément, il y a des marchés où ça va être plus facile que d'autres d'avoir des avantages compétitifs, mais dans tous les cas, c'est obligatoire, il y a forcément au moins une opportunité à exploiter que tu peux repérer et que tu peux essayer d'exploiter pour prendre l'avantage sur ton marché. Ici, ce qu'il faut essayer de faire dans un premier temps, c'est d'identifier tout ce qui va être normal, tout ce qui va être acquis sur le marché pour que nous, on puisse le proposer au moins au même niveau. L'objectif avec cette analyse-là, c'est d'être bon sur ce qui est considéré comme normal sur le marché. Et nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'ajouter un petit twist à ça qui va réussir à nous rendre unique. C'est ça qui va devenir notre levier de leadership. L'objectif, c'est de trouver quelque chose où on sait que nous, on va être meilleur que la majorité des concurrents et sur lequel on peut capitaliser pour devenir une référence là-dessus. Ça va être la base de notre différenciation et on va venir la renforcer par la suite avec les parties que je vais vous expliquer juste après. Dans tous les cas, ici, ça va être indispensable d'avoir quelque chose de concret. On ne peut pas se permettre de se différencier seulement avec une fonctionnalité en plus, que ce soit dans notre offre ou dans notre produit. Ça ne suffira pas pour éloigner les concurrents et faire en sorte qu'on arrive à se démarquer. L'objectif ici, c'est de trouver une approche qui est unique, un angle qui est unique ou une méthode qui vous appartient. Ça va être la base de la différenciation. La dernière partie qu'on va avoir dans nos fondations, ça va être l'ADN de la marque. Parce qu'en fait, peu importe ce que tu vas trouver comme avantage compétitif, dans tous les cas, il sera copiable. Ça va être peut-être dans 6 mois, peut-être dans 1 an, peut-être dans 5 ans, mais dans tous les cas, si ton avantage compétitif il est pertinent, il sera copié dans le futur. Donc la première étape pour réussir à se protéger de ça, c'est d'avoir un message qui est unique et vraiment avoir une proposition de valeur qui sera unique à ta marque. En fait, ça te permet d'ajouter une couche de différenciation. Et donc ici, ça va pas être hyper compliqué. Contrairement aux deux autres, on doit faire pas mal d'analyses. L'ADN de ta marque, ça, normalement, tu l'as déjà en tête. Il va se construire sur ton why, ton pourquoi. Pourquoi est-ce que tu as lancé cette marque? Qu'est-ce que tu veux accomplir avec cette marque? Sur les valeurs que tu veux véhiculer avec ta marque, sur la mission que tu t'es fixée avec. Tout ça, ça va venir définir l'ADN de la marque. C'est en fait ce que tu vas mettre au centre de ton message. Donc en fait, la question que tu viens un petit peu de poser ici, c'est quel message tu veux utiliser pour réussir à rallier toutes les personnes que tu veux toucher. Et ici, l'objectif, c'est pas que ça reste seulement sur le papier, ça va être de réussir à les traduire dans tout ce que tu vas faire avec ta marque. Encore une fois, dans la communication, mais aussi dans l'expérience que tu vas proposer à tes clients. Il faut réussir à rendre toutes ces valeurs, tous ces principes tangibles. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce qu'en fait, dans le marketing, ça fonctionne un petit peu comme dans la vie de tous les jours, où on va se sentir proche des personnes avec qui on partage les mêmes valeurs, les mêmes principes, les mêmes façons de penser, les mêmes idées. Et bah dans le marketing, ça va fonctionner pareil. Pour se sentir proche d'une marque et vraiment y adhérer, être actif dans la communauté et surtout être fidèle sur le long terme, il faut absolument qu'on partage avec cette marque les mêmes valeurs, les mêmes idéaux, les mêmes principes, etc. Donc pour ça, tu es obligé de réussir à les véhiculer de façon concrète, de façon tangible, pour que toutes les personnes qui partagent ces valeurs-là puissent se reconnaître et puissent s'identifier à ta marque. Le but ici, c'est de réussir à les exprimer sans avoir à les lister tous les jours en story. Il faut que ça soit subtil, il faut que ça soit sous-entendu dans la façon dont tu parles, dans les sujets que tu abordes et dans ce que tu proposes en termes d'expérience. Donc ça, c'est les 3 leviers qu'on va utiliser pour créer des fondations uniques pour sa marque. Et c'est ce qui va nous permettre de créer ce qu'on voit au milieu ici, la stratégie de branding. Ici, le concept à comprendre, il est tout simple. C'est que les consommateurs qu'on va viser, ils sont déjà, ou alors ils vont être visés par déjà plein d'autres marques. Donc c'est le premier niveau de différenciation qu'on doit avoir. L'objectif ici, c'est de trouver un segment de consommateurs qui n'est pas déjà surexploité par le marché. Le deuxième niveau qu'on va avoir, ça va être celui de la concurrence. Donc là, ça va être, ok, ces consommateurs-là, ils sont déjà touchés de telle et telle manière. Qu'est-ce que moi, je peux apporter de plus pour leur proposer une nouvelle solution, une nouvelle méthode, une nouvelle approche? Ça va être le deuxième niveau de la différenciation pour les fondations. Et le troisième niveau qu'on va avoir, ça va être un niveau qui est encore plus personnel, parce que celui-ci, personne ne va pouvoir le copier étant donné qu'il est propre directement à vous, à votre personnalité et à vos objectifs avec la marque. C'est le fait de définir un ADN de marque et de réussir à le retranscrire dans tout ce que vous faites. Et en fait, quand on vient mixer ces 3 niveaux de différenciation-là, on peut attaquer notre stratégie de branding avec des fondations qui sont solides parce qu'on est sûr qu'elles vont être uniques. Sans ce niveau minimum de singularité, du coup, à 3 niveaux que je viens de vous présenter, c'est quasi impossible de créer du capital marque qui va vous permettre de performer avec la marque. Donc je vous explique juste après vraiment tout ce que ça représente, mais ce qu'il faut comprendre vraiment absolument, c'est que la base de tout ça, elle se trouve dans les fondations. Maintenant qu'on a tout ça, on peut passer à la stratégie de branding. La stratégie de branding, elle comprend du coup ces fondations-là, et on a encore 3 niveaux juste en dessous. Là, avec les fondations et la prochaine étape qu'on va avoir, l'identité de la marque, on est encore dans les éléments qui ne sont pas vus directement par l'audience, mais qui sont quand même indispensables pour la suite. Parce qu'ici, dans la stratégie de branding, c'est vraiment l'invisible qui va rendre tout ce qu'on voit de votre marque réellement exceptionnel. Et ça d'ailleurs, c'est notre rôle avec l'agence, c'est d'aider les marques qui veulent avoir de l'impact sur le marché et qui ont de l'ambition à rendre tout ça ultra concret
et avoir des résultats avec. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur donner toutes les bonnes munitions, toutes les bonnes directions pour faire un carnage avec toutes les idées qu'ils ont déjà. Et donc, si tu te reconnais là-dedans et que tu sens que tu as besoin d'être accompagné là-dessus, j'ai mis un lien en description pour qu'on en parle ensemble. C'est moi qui fais directement ces appels-là, donc tu échangeras directement avec moi. Et aujourd'hui, ce qu'il faut garder en tête quand même, c'est qu'on peut pas encore aider tout le monde, donc tu peux remplir le formulaire et prendre rendez-vous pour candidater et qu'on puisse discuter autour de ton projet. Donc, l'étape qui va suivre les fondations, ça va être la création de l'identité de la marque. Le développement d'une identité de marque forte, ça va être dans le même sens que ce que je vous disais pour les valeurs de la marque. Ce qu'il faut garder en tête, encore une fois, c'est que si ça nous ressemble, on va aimer. Et ça va nous permettre d'augmenter l'engagement qu'on a autour de la marque, ça va nous permettre de faciliter la visibilité, et surtout quand l'identité elle est bien faite, et ça c'est l'objectif de tout ce que je suis en train de vous expliquer, on va avoir une image de marque qui est premium. Même si on vise pas un marché ou un positionnement qui est haut de gamme, avoir une image premium c'est indispensable parce que c'est gage de qualité. Cette identité de marque, on va venir la diviser en deux grandes parties. On va avoir d'un côté, bon forcément, l'identité visuelle, ça je vais pas m'attarder dessus, ça va être le logo, les couleurs, la police d'écriture, tout le monde connaît. Moi la deuxième partie de l'identité de marque qui va vraiment m'intéresser, ça va être l'identité comportementale. Cette identité comportementale, elle va jouer sur ce qu'on va appeler les associations. Et en fait, les associations, littéralement, c'est ça le branding, c'est-à-dire associer sa marque à quelque chose de positif dans la tête du consommateur. Et l'idéal, c'est de réussir à avoir une association qui va servir l'image qu'on a de la marque. Le but, c'est pas de l'associer à quelque chose d'aléatoire, de positif, ça va être de l'associer à quelque chose de positif qui soutient tout ce qu'on a défini dans les fondations. Pour ça, je vais vous prendre l'exemple de la marque Jacquemus, qui est une marque de vêtements qui s'est associée à l'univers de la Provence, du sud de la France, et qui du coup dégage des valeurs inconscientes, parce que la marque ne va pas faire sous chaque post Instagram, nos valeurs sont que on représente la Provence, la tradition française, etc. Par contre, avec les visuels qu'ils vont avoir, les détails qu'on a sur les shootings, l'énergie qu'on va ressentir en fait tout simplement lors de leur communication, ça va nous donner inconsciemment une image particulière à avoir de la marque. Donc ça c'est la première partie de l'identité comportementale, c'est définir ces associations pour venir soutenir les fondations. L'étape d'après de l'identité comportementale, ça va être de venir définir des paramètres, des guidelines qu'on devra suivre pour être aligné avec notre marque, avec nos associations, nos fondations, et surtout réussir à ressembler à l'audience qu'on veut attirer pour qu'ils puissent se reconnaître en nous. Mais il y a une deuxième chose qu'on peut faire avec ces paramètres, c'est venir les définir pour qu'on puisse avoir une image de marque, une identité de marque qui va venir inspirer l'audience qu'on vise. Ici, grosso modo, on va avoir deux choix. Est-ce que on veut que notre marque communique comme un père à notre audience, ou alors est-ce qu'on veut qu'elle inspire notre audience? Dans certains cas, c'est même intéressant de faire les deux, mais donc tout ça, on vient le définir dans les guidelines de notre communication. Est-ce qu'on veut parler de telle ou telle manière? Est-ce qu'on veut utiliser tel ou tel vocabulaire? Est-ce qu'on fait de l'humour? Quel sujet on veut aborder? Quel message on veut avoir? Tout ça, on vient le définir ici pour le respecter dans toutes les étapes qui suivent, donc dans la communication, sur le site internet, etc., pour toujours garder une cohérence et faire en sorte que notre audience ne soit jamais perdue quand elle est avec nous. À chaque fois qu'on a un point de contact avec elle, l'objectif, ça va être qu'elle puisse se reconnaître et qu'elle ressente tout ce qu'on veut véhiculer avec la marque. Ici, l'objectif numéro 1 de cette étape, où on vient définir l'identité de la marque, ça va être de réussir à véhiculer énormément de choses avec sans avoir à parler directement. Il faut qu'à travers des phrases bateau, on puisse reconnaître tout ce qu'on veut véhiculer. L'étape qui suit, l'expérience client, elle nous fait rentrer dans ce qui est vu et ce qui est perçu directement par l'audience. Une marque qu'on choisit encore et encore, à laquelle on est fidèle, avec laquelle on a envie d'interagir, d'engager, etc., c'est une marque qui fait vivre des choses exceptionnelles à ses clients et même à ses non-clients, à son audience. Et ça, on arrive à le faire avec trois gros points. Le premier point qu'on va avoir, forcément, ça va être l'offre qu'on propose. Qu'est-ce qu'on propose et comment on le met en valeur pour qu'au moment où on annonce le prix, le client il ait vraiment l'impression de faire une affaire. Ici, l'objectif, c'est que l'offre, elle soit alignée à l'identité, forcément, mais surtout qu'elle réponde à tout ce qu'on a identifié dans les fondations et à toutes les promesses qu'on fait depuis le début. Quand on a une offre de qualité, forcément, c'est beaucoup plus facile d'avoir un gros taux de conversion. Le deuxième point qui va être important en termes d'expérience client, forcément, ça va être le parcours client. C'est ce que je vous disais juste avant. Ici, l'objectif, c'est que à chaque contact, on puisse créer de l'émotion, répondre aux besoins du client à cette étape-là du parcours client. Et troisième point, surtout, réussir à créer assez de confiance pour qu'il puisse passer à l'étape d'après. À chaque étape, on veut ressentir les éléments d'identité de votre marque et surtout, encore une fois, toujours rester aligné avec nos fondations. Donc, la promesse qu'on fait à notre audience, notre avantage compétitif, le levier de leadership qu'on veut mettre en avant, et tout ça l'aligner avec notre ADN de marque, c'est-à-dire notre why, notre pourquoi et nos valeurs. Et l'accumulation de tous ces éléments-là, ça va faire en sorte qu'on peut proposer à chaque personne qui entre en contact avec notre marque une expérience que la concurrence ne propose pas. Et c'est ce qui va venir créer de la fidélité et indirectement du bouche à oreille. Ici, on commence à parler de storytelling parce que c'est quelque chose qui a la possibilité de multiplier l'impact qu'on a dans le parcours client. On commence à parler de storytelling ici en définissant quelle thématique on peut avoir, quelle thématique narrative on peut avoir et on peut aborder pour réussir à rendre tout ça ultra désirable. Et ça, justement, ça nous fait une super transition vers la dernière étape de la pyramide, la communication. Et du coup, avec tout ce qu'on a défini avant,
la stratégie de communication, elle va être hyper simple à définir. On va suivre les codes de ce qui fonctionne et on va les adapter à notre branding, à notre identité. Dans un second temps, il faut être ultra vocal sur le storytelling qu'on a défini, en abordant tous les thèmes qu'on a choisis à l'étape juste avant, parce qu'ici l'objectif c'est qu'avec notre communication, dès qu'on entend notre voix, on puisse ressentir encore une fois notre vision, nos valeurs, notre why à travers notre contenu, mais aussi à travers notre tunnel de conversion. Donc ça va être le contenu sur les réseaux sociaux, mais ça va aussi être le contenu qu'on va avoir sur le site internet ou quand on échange avec nos prospects ou même quand ils reçoivent le produit qu'on leur a livré avec le petit flyer qu'on a mis dedans. Gros disclaimer, la communication c'est impossible qu'elle soit parfaite dès le début, donc c'est ultra important de l'aborder stratégiquement. Pour ça, on va faire du contenu top of funnel, middle of funnel, bottom of funnel. Je vous referai une vidéo un peu plus approfondie sur tout ça, mais ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en gros, on veut avoir du contenu qui parle à des personnes qui ne nous connaissent pas et qui ne sont pas encore au courant de la problématique à laquelle on répond, qui sont peut-être pas encore au courant du problème qu'elles ont. Le but ici, c'est avec le top of funnel, c'est de faire du contenu prise de conscience. Le contenu middle of funnel, ça va être le fait d'avoir du contenu qui vient éduquer, qui vient nourrir les prospects. Ok, maintenant qu'elles nous connaissent, comment est-ce que nous, on peut venir les aider dans leurs problématiques du quotidien? Et enfin, le contenu bottom of funnel, là, ça va être du contenu qui est directement axé sur la vente. Ça va être la mise en avant de nos produits, de nos témoignages, des promotions, etc. Ça, c'est du contenu publicité, entre guillemets. Donc, on garde ça en tête quand on publie du contenu, c'est avoir ces trois types de contenus-là pour réussir à attirer du monde, les faire s'intéresser et les convertir. Et donc, ici, on comprend bien que chaque contenu qu'on va publier a un objectif précis. On arrête de publier au hasard parce qu'en fait, comme ça nous permet d'itérer à chaque fois qu'on publie quelque chose et de continuer à s'améliorer sur le long terme. Donc, ultra important de définir un objectif à chaque fois qu'on publie quelque chose. Et comme ça, l'écart qu'on aura entre l'objectif qu'on s'est fixé et les résultats qu'on a, ça nous permet de prendre une décision par la suite. Si on a des résultats encourageants, on itère, on fait de toutes petites modifications pour voir comment on peut améliorer, jusqu'à ce qu'on trouve notre recette qui nous permet d'avoir de la performance et du résultat à chaque fois. Si on n'a aucun résultat, dans ce cas-là, on change tout et on teste d'autres choses. Mais vraiment, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'au début, c'est normal qu'on ait du mal avec les résultats. C'est vraiment en faisant ces petites modifications au fur et à mesure qu'on vient créer petit à petit une recette qui nous permet d'être performant sur le contenu à chaque fois. La mise en application de tout ce que je viens de vous expliquer depuis le début, quand on le fait correctement, ça nous crée ce que j'appelle du capital marque. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer comment on se sert de ce capital marque pour réussir à multiplier nos résultats sans effort. Mais avant ça, si vous avez besoin que je vous envoie le PDF que je suis en train de vous montrer pour que vous puissiez l'analyser un petit peu plus en profondeur, envoyez-moi Brand directement sur Insta et je vous envoie tout ça. Et maintenant, on attaque enfin sur le capital marque. Donc, pour bien comprendre comment on s'en sert, je vais vous montrer ce que c'est concrètement. En fait, le capital marque, ça va être tout l'intangible qu'on a autour de la marque. Ça va être l'image qu'a l'audience de votre marque dans leur tête. Et ça, c'est créé par toutes nos actions de branding, donc ce que je vous expliquais juste avant, le storytelling, les interactions avec la communauté, et vraiment tout l'effet boule de neige qu'il y a grâce au contenu. Ce capital marque, en grandissant, il nous permet d'avoir énormément de bénéfices. Le premier qu'on va avoir, qui est ultra important, ça va être qu'il réduit énormément les frictions qu'on peut avoir lors du parcours client. Ce qui fait que du coup, on peut vendre en faisant moins d'efforts pour convaincre. Le deuxième bénéfice qu'on va avoir, ça va être la protection long terme contre les concurrents. Je vous en parlais au début, mais avec un capital marque qui est fort, on est beaucoup moins vulnérable à la concurrence et au changement d'algorithme. Autant une stratégie d'acquisition, ça se copie, autant un avantage compétitif, ça peut se copier, mais une marque forte, c'est impossible de la copier. Troisième point, ça nous permet d'afficher des prix qui sont plus élevés. Parce que, comme je vous le disais, quand on a une image premium, on augmente la valeur perçue autour de la marque et donc du coup, on a un panier moyen qui augmente. Quatrième point, ça nous permet de créer un effet de halo sur l'acquisition. L'effet de halo, c'est l'effet qui va nous faire dire que si le site internet est joli, ça veut dire que les produits sont de bonne qualité. Ici, vu qu'on a une communication qui est au top et qui est alignée et une image de marque qui est au top, forcément, ça va sous-entendre que notre produit est de bonne qualité ou que notre offre est de bonne qualité. Donc ça facilite encore une fois les conversions. Cinquième point, on va avoir des recommandations naturelles. Donc ça, logiquement, c'est du bouche à oreille, comme je le disais tout à l'heure, ce qui nous permet d'avoir des prospects qui sont plus chauds, une acquisition organique qui est gratuite. Le sixième point qu'on va avoir, c'est le fait que ça nous permet d'éviter la comparaison, parce qu'on a déjà une place précise dans la tête de notre audience, et donc du coup, ça nous permet, dans la majorité des cas, d'éviter d'être comparé avec nos autres concurrents. Ça réduit les objections qu'on a au moment de la vente, ça réduit les freins, et on a des cycles de vente qui sont plus courts. On met moins de temps avant de réussir à vendre à un client. Et le dernier bénéfice qu'on va avoir, ça va être vraiment le fait que chaque contenu devient littéralement un actif, et donc ça nous crée un effet boule de neige qui est énorme, parce que quand on publie stratégiquement, chaque contenu devient un argument de vente en plus. Chaque contenu renforce la crédibilité, renforce notre positionnement et notre autorité. Et donc ça, même quand on a un contenu qui ne performe pas, ça fait que quand un prospect tombe sur ce contenu-là, ça ajoute une brique à la confiance qu'il est en train d'accorder à notre marque. Et donc ce capital marque, il nous permet d'avoir une acquisition qui est optimisée, une acquisition brandée, j'appelle ça. En fait, ce qu'on va voir régulièrement en termes d'acquisition, c'est qu'à la base, elle est linéaire, mais que souvent, au fil du temps, elle tend à stagner. Parce que si on est réaliste, dans la majorité des cas, on peut avoir des problèmes de trésorerie, de logistique, des limites d'équipe qui font que l'acquisition,
On peut pas avoir une croissance qui est complètement linéaire du début à la fin. Alors qu'au contraire, le capital marque, lui, il est exponentiel. Comme je vous le disais, c'est un effet cumulé, c'est un effet boule de neige. Donc l'accumulation du contenu, de la communauté, de ce qui se dit autour de la marque, tout ce que j'ai cité juste avant, ça nous permet d'avoir un capital marque qui est exponentiel. Ce capital marque, il est là pour faciliter l'acquisition et donc du coup la soutenir au maximum. Et du coup, c'est ce qui va nous permettre sur le long terme de continuer à croître sereinement avec une acquisition qui est boostée grâce à notre branding. Ça nous permet d'avoir une courbe d'acquisition qui est réellement linéaire et qui peut même devenir exponentielle en fonction de la qualité du capital marque qu'on est en train de créer parce qu'elle est boostée par notre stratégie de branding et notre capital marque. Encore une fois, c'est notre rôle de vous aider à faire ça. Si c'est ce que vous voulez atteindre avec votre marque, je vous laisse candidater encore une fois avec le formulaire qui est en description. Pour l'instant, on peut onboarder que 3 nouvelles marques par mois, donc n'hésitez pas à candidater et derrière on en discutera. Pour conclure un petit peu par rapport à tout ça, c'était pas mal de contenu, c'était très dense, mais j'avais vraiment envie que vous compreniez l'intérêt global que ça va être d'avoir une stratégie de branding qui tient la route pour réussir à créer son capital marque. Mais donc du coup, pour résumer, comment est-ce qu'on vient créer ce capital marque? D'abord, on crée des fondations qui posent des bases pour une marque solide, qui nous permet d'être sûr de réussir à nous différencier. Dans un second temps, on vient créer l'identité de la marque qui est en phase avec ces fondations-là. Donc pour être aligné avec ces fondations, comment est-ce que je dois parler, comment est-ce que je dois me montrer, qu'est-ce que je dois véhiculer comme message. Troisième point, réussir à faire en sorte que chaque contact que notre marque va avoir avec son audience devient un moment mémorable. Le quatrième point qu'on va avoir, ça va être de véhiculer tout ça à travers un maximum de contenu pour pouvoir passer à l'étape 5, c'est-à-dire tout simplement profiter de l'effet boule de neige du capital marque. Voilà, j'espère que ce format un petit peu plus approfondi t'aura plu. On va essayer de sortir une vidéo comme ça une fois par semaine où je vais venir détailler en fait tous les concepts que je viens d'expliquer dans cette vidéo-là. Donc abonne-toi pour être sûr de ne pas passer à côté et n'hésite pas à laisser un commentaire pour me dire justement quel sujet tu veux voir dans la prochaine vidéo. Oublie pas, si tu veux recevoir le PDF, tu peux me DM Brand directement sur Insta et comme ça je te l'enverrai.